Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Odyssée sur les ondes de Good Morning Toulouse. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, un épisode hors série. Aujourd'hui, nous allons parler d'Inséparables, le destin croisé de la Terre et de la vie, écrit par Nathalie Cabrol, astrobiologiste au CETI et directrice de l'Institut de recherche Carl Sagan. Le livre est donc édité aux éditions Julliard et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir avec nous Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Thomas. J'ai aussi à mes côtés, bien sûr, le grand Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir Thomas, tu vas bien? Et je vais Bonsoir te laisser, Simon. et je vais te laisser Simon commencer par une première question. Oui, donc Nathalie, déjà, donc encore une fois, merci beaucoup de nous accorder cet entretien à distance. On a parlé du fait donc, que tu es astrobiologiste, mais déjà, qu'est-ce que représente cette discipline scientifique dans le cadre de la recherche de vie dans l'univers, et qu'est-ce qu'elle a remis en question en développant ces analyses? L'astrobiologie, c'est une discipline qui est jeune. Elle a une trentaine d'années, pas tout à fait maintenant officiellement. Elle existait, un petit peu, déjà auparavant parce qu'il y a des gens comme, Carl Sagan qui, étaient déjà des astrobiologistes avant même que le nom existe, bien entendu. Dans les années 60, il était, un des premiers à s'interroger sur, l'existence, d'écosystèmes possibles à la surface de Mars. Il parlait donc d'écologie en fait, hein. Il a écrit ce papier avec un microbiologiste et donc l'astrobiologie elle-même, c'est un ensemble de disciplines qui s'intéressent à la recherche de la vie dans l'univers, essayer de comprendre si, quelle est l'origine de la vie, sommes-nous seuls dans l'univers et quelle est, la, destinée ou le destin de la vie sur Terre et au-delà. C'est donc, une discipline scientifique qui englobe beaucoup de domaines comme, la géologie, l'astronomie, la biologie, et aussi bien, la robotique, par exemple, pour l'exploration et la, comment on appelle ça en français? Le machine learning, le les L'intelligence algorithmes, artificielle, oui. voilà, l'intelligence artificielle. Je m'excuse, mon français en a pris un petit coup depuis 30 ans. Mais donc l'astrobiologie s'intéresse à toutes ces questions et elle a porté un nouveau regard. En fait, c'est un regard qui est, particulier parce que aujourd'hui, on n'a qu'un seul point de référence pour chercher la vie dans l'univers et c'est la vie que l'on connaît sur Terre. C'est donc une expérience qui est biaisée, bien entendu, mais en même temps, l'expérience, on sait qu'elle fonctionne puisque la vie est apparue sur Terre et en plus, la vie, elle est constituée des éléments les plus communs que l'on connaisse. Les briques de la vie, c'est les choses les plus communes qu'on puisse avoir dans l'univers. Les molécules qui fabriquent la vie, elles sont formées à partir de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de phosphore et de soufre. Et ça, c'est très, très commun dans l'univers. Donc, poser des questions sur des biochimies qui nous ressembleraient, c'est pas complètement ridicule. Et aussi, c'est le seul modèle que l'on a. Et c'est toujours plus facile de poser des questions sur quelque chose qu'on connaît que sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais l'intérêt de cette chose-là, même si c'est un regard limité, c'est que les questions que l'on pose au-delà de la Terre, c'est des questions en fait à propos de nous-mêmes. On s'interroge sur nous-mêmes. Et donc, en s'interrogeant sur nous-mêmes, l'astrobiologie, elle prend une qualité énorme qui est celle de miroir vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre place sur notre propre planète. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui échappe un petit peu, en général au public parce qu'on pense à l'astrobiologie en se disant: «Eh bien, on recherche la Terre, on recherche la vie au-delà de la Terre sur, dans le système solaire, par exemple, sur Europe, sur Mars, sur Titan, sur d'autres, lunes ou bien sur les exoplanètes». Mais c'est un petit peu loin tout ça. En quoi ça nous importe? Qu'est-ce que ça nous apporte? Comment ça améliore notre vie sur Terre, ici et maintenant? Eh bien, le fait est, c'est que ça nous permet de prendre conscience de concepts extrêmement importants pour notre vie de tous les jours et notre survie sur notre planète, particulièrement à l'heure actuelle.
ça nous fait prendre conscience de la notion d'habitabilité planétaire et de comprendre que l'habitabilité, eh ben, c'est pas quelque chose qui est définitivement décidé du jour où une planète est formée. L'habitabilité, ça va évoluer. Ça évolue d'abord parce qu'on tourne autour d'une étoile qui a, comme les personnes, une enfance, un âge adulte et une vieillesse. Et en fonction de ça, sa luminosité va changer, bien évidemment. Et donc, la quantité d'énergie qui est reçue à la surface d'une planète va changer. Ce qui va changer aussi, eh bien, ce qu'on appelle la zone habitable d'un un système planétaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça nous apprend aussi les seuils d'habitabilité. Et les seuils d'habitabilité, ça veut dire que, eh bien, il y a des valeurs de température, de pression, de tout un tas de choses qui permettent à la vie telle qu'on la connaît d'éclore ou qui la font disparaître. Et ça, c'est des choses dont on n'avait pas tellement de notions. On avait ces notions-là à propos des extinctions qu'on connaît bien sur Terre. Il y en a eu des tas, bien évidemment. On comprend la notion de changement climatique naturel aussi. Il y en a eu des tas sur la planète. Mais le fait qu'on puisse modifier des cycles planétaires, des cycles biologiques et des cycles géologiques et géochimiques. Ça, c'est quelque chose de nouveau et c'est un regard qui est porté grâce à l'astrobiologie. Donc, c'est une science, un domaine scientifique extrêmement important parce qu'il ne fait pas que nous emmener ailleurs et chercher la vie ailleurs, il nous ramène sur notre planète et immédiatement, avec des concepts terriblement importants. Et c'est justement tout le propos du livre que tu as donc publié très récemment, qui s'appelle donc Inséparables, on le rappelle. Mais je vais laisser Thomas rebondir sur une question qui est en lien avec cet ouvrage. Oui, parce que c'est ça qui est formidable aussi, c'est que tu fais vraiment le lien entre la recherche de vie dans l'univers, la science, mais aussi l'humain, l'humanité, la Terre et son habitabilité, son évolution. Et tu vas même plus loin, c'est la question que j'ai, c'est justement, comme tu le dis si bien, les changements climatiques, ils sont bien réels, ils sont même bien trop rapides. Et c'est quoi un petit peu le signal d'alarme que tu donnes à travers ce livre? Alors, il y a 2 choses, dans cette réponse. La première, c'est que les changements climatiques, comme je l'ai dit, il y en a eu tout le temps au cours de l'histoire. En fait, c'est ce que notre planète, elle fait de mieux, elle change. Mais pourquoi? Parce que c'est un système géologique et biologique. Alors, évidemment, le corollaire dans tout ça, c'est quand les gens, rigolent au nez des chercheurs en disant: «Oui, eh bah, parlez-moi du réchauffement climatique. On n'a jamais eu aussi froid dans ma région depuis que, Ouais. soi-disant, le réchauffement climatique est là. On a des hivers terribles, il neige maintenant en Normandie, il neige, et cetera». Ce que les gens, justement, comprennent pas, c'est cette notion de système. C'est que la planète, elle va pas réagir. Elle se fiche pas mal, la planète, des frontières géographiques, encore plus des frontières géopolitiques. C'est un système. C'est une bulle dans laquelle chaque chose que l'on met va nous revenir sous une forme ou sous une autre. Et parce que l'on a modifié l'atmosphère et qu'elle se réchauffe, ça modifie la température des océans aussi, qui se réchauffent et qui s'acidifient. Et à leur tour, ça change aussi l'évaporation, ça change à nouveau l'atmosphère et cette atmosphère, eh bien, il y a des changements dans, la manière dont la circulation se fait entre les dépressions et les anticyclones et ce qui permettait aux vortex polaires, par exemple, puisque c'est de ça qu'on parle avec, les gens qui ont plus froid, de rester dans la zone arctique ou de descendre un petit peu dans les latitudes un petit peu plus basses, quand le climat est normal. Aujourd'hui, il est déformé et il y a des langues polaires qui descendent beaucoup plus froid qu'avant, tout simplement parce que le système atmosphérique est perturbé de manière globale. Et c'est pour ça que, eh bien, le changement climatique et le réchauffement climatique s'accompagnent de régions et d'hivers plus froids dans certaines régions du monde. Et j'en profite parce que du coup on a beaucoup étudié donc Inséparable avec un autre vulgarisateur du spatial qui s'appelle JP Astro sur Instagram qui a voulu quand même te poser aussi une question qui s'est demandé si une planète ne présente pas d'eau liquide, est-ce qu'il y a quand même d'autres alternatives à la présence de vie? Ah, alors ça, c'est une bonne question. On n'en a pas la moindre idée parce que pour le moment, le seul endroit où on connaît, la vie, c'est sur terre et notre biochimie, elle est basée sur la vie, bien évidemment.
on essaye de penser à d'autres biochimies. Il est certain que la biochimie du carbone et de l'eau, c'est quelque chose d'assez solide, hein, d'assez robuste. Donc, la vie a tendance à aimer ce genre de choses, robustes. Il y a des gens qui essayent de penser à une biochimie qui serait basée sur, du méthane ou de l'éthane et parce qu'on a Titan évidemment, hein, dans notre système solaire qui lui aussi a des cycles qui sont très comparables à celui de l'eau, mais ce qui sont, ceux du méthane et de l'éthane liquide. Le seul problème avec les molécules et encore une fois, c'est quand même une biochimie basée sur le carbone, hein, parce que le méthane, c'est CH4, donc c'est même si c'est différent, c'est quand même, basé sur le carbone. Le seul problème avec les molécules de méthane et d'éthane, c'est qu'elles sont un peu moins robustes, dans la charpente que, la structure que l'on connaît pour la vie sur Terre. Donc, il y a des gens qui se sont même intéressés au silicone, par exemple. Mais tout ça, ça a des problèmes. Alors, la biochimie que l'on connaît et qui est basée sur l'eau, c'est quand même intéressant, c'est que même s'il y a d'autres biochimies basées sur le carbone et sur l'eau dans l'univers, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on aura des choses qui nous ressemblent. Et là où ça devient intéressant, c'est que, bah, il y a pratiquement des combinaisons qui sont infinies parce que la vie sur Terre, même si elle est basée sur l'eau pour la chimie de la vie et des cellules, elle est basée sur, une quantité bien particulière d'acides aminés et on sait que, bien la quantité qu'on en a nous, qui est un tout petit peu plus d'une vingtaine, on sait que des acides aminés dans la nature, il y en a un petit peu plus de 100. Dans les laboratoires, on peut en faire près de 500. Donc, il y a quand même des combinaisons assez remarquables avec la même base que celle sur Terre. Une vie qui aurait un petit peu plus ou un petit peu moins d'acides aminés, on ne sait pas du tout à quoi ça pourrait ressembler. Et même une vie qui aurait les mêmes quantités d'acides aminés que la nôtre, il suffirait que, eh bien, les molécules aient une géométrie différente pour qu'elles soient différentes de ce qu'on connaît. Et tu m'offres une transition parfaite parce que tu parlais du fait que même avec un tout petit bouleversement, la forme de vie entre guillemets pourrait être très très différente, mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on considère et qu'est-ce qu'on considérerait comme de la vie en fonction des futures analyses qu'on va faire là-dessus. Je sais qu'il existe de très nombreux critères, on parle de 123 critères de ce qui pourrait définir la vie. Je sais que là-dessus tu as exposé le fait que tu penses qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais selon toi, comment on pourrait à la fois réagir si on trouvait quelque chose qui collerait, disons, à une définition de la vie, et aussi quelles sont un petit peu tes observations larges d'une vie autre que celle d'un être vivant comme nous avec deux bras, deux jambes, qu'est-ce qui pourrait exister et qui serait envisageable, disons, du point de vue d'une astrobiologiste. Ça fait beaucoup de questions tout Oui, ça et effectivement. des questions qui sont très importantes chacune en soi. D'abord, je suis pas tellement intéressée personnellement par les facteurs du vivant. Moi, je pense pas qu'il y en a beaucoup plus ou beaucoup moins. Je fais partie de ces gens justement qui ne pensent pas que, définir la vie, d'un point de vue de son origine, par exemple, ou d'un point de vue biochimique est nécessairement quelque chose d'important. Je pense que, j'aime mieux cette notion d'abord qui dit que la vie a émergé de la terre, pas qu'elle est apparue sur terre, parce que quand on dit que la vie est apparue sur terre, on a l'impression qu'il y a une petite fée qui est passée avec qui a donné un coup de baguette magique et que la vie est d'un seul coup apparue. Non, c'est une émergence. C'est une émergence, la vie sur terre et c'est, aussi le fait que la vie est composée des mêmes atomes que ceux qu'on trouve dans l'environnement. Simplement, ils sont agencés de manière différente et ils permettent à l'information et à l'énergie de circuler de manière différente. Et il y a une grande vague à l'heure actuelle dont je fais partie, de chercheurs qui disent que la vie n'est pas une chose, mais c'est un processus. C'est le processus du vivant. Et le problème avec l'origine de la vie, c'est qu'on dit: «Ah d'accord, alors la vie est apparue à un certain moment, donc il y a une transition quelque part entre la chimie prébiotique et le vivant». Mais s'il y a une transition, où est-ce qu'on la met? Et cette transition, on peut la mettre n'importe où on veut, avec des critères complètement aléatoires. Donc, pour moi, c'est pas très satisfaisant. Je préfère penser à des termes qui sont ceux de la thermodynamique, qui sont ceux de l'entropie, qui sont des choses qui sont différentes entre la vie et l'environnement.
Ça, c'est une différence que l'on voit. Il y a une circulation de l'énergie, il y a une circulation de l'information qui est très différente entre la vie et l'environnement. Et ça, c'est des processus qui sont universels, qui nous donnent aussi la possibilité de chercher la vie ailleurs avec des biochimies qui sont très différentes de celles de la Terre, parce que des processus comme la thermodynamique ou l'entropie, c'est des choses qui sont universelles. Donc chercher des marqueurs qui sont universels, pour moi, c'est plus intéressant que d'essayer de trouver des gens qui ressemblent à celui de la Terre, parce que comme vous le disiez, toi et Thomas, c'est pratiquement garanti qu'il y aura des vies qui ne nous ressemblent pas. Donc, autant chercher des marqueurs universels. Et alors, pour ce qui est d'une vie qui soit différente de la nôtre, d'abord, je voulais rajouter quelque chose au point de vue de ce qui pourrait faire que la vie soit différente. Il n'y a pas que la biochimie, hein. Je pense qu'il y a un grand facteur qui, lui, est un facteur physique et tout à fait alors visible, c'est simplement celui des extinctions. Au moment auquel ces extinctions se produisent, ça va guider la nature de l'évolution. Si les extinctions s'étaient produites un peu plus tard, un peu plus tôt, peut-être que les humains, en tant qu'humains, ne seraient pas là aujourd'hui. Peut-être qu'ils seraient représentés par d'autres formes. Les dinosaures, on est pratiquement tous d'accord sur le fait qu'ils étaient en voie d'extinction parce qu'ils étaient plus tellement compétitifs, ils étaient trop gros, ils demandaient beaucoup trop d'énergie pour pouvoir survivre encore très longtemps. Mais si on les prend dans leur phase ascendante d'évolution, il y avait quand même certains des dinosaures qui avaient déjà une vision stéréoscopique, qui avaient des bras et qui étaient excessivement bien adaptés à leur environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait pas y avoir une vision d'évolution? Ça me rappelle le feuilleton V qu'il y avait dans les années 90, où en fait, une civilisation extraterrestre était en fait des reptiliens, étaient pas du tout des mammifères. Ils mangeaient des petites souris au déjeuner, mais on pourrait imaginer des tas de choses. Maintenant, il y a l'environnement, la vie qui évolue, elle coévolue avec son environnement, donc, la vie va nécessairement refléter son évolution, celle de son environnement, les conditions dans lesquelles elle se trouve. On voit ça très bien sur Terre. Les organismes vivants qui vivent sous l'eau, ceux qui vivent dans les airs et ceux qui vivent sur Terre, sur les continents, sont adaptés à leur environnement. Voilà. Et mais par contre, la nature, elle répond à certains, critères qui sont quand même qu'on doit pouvoir interagir avec son environnement. Donc bah, la vie, elle a inventé de manière complètement indépendante 32 fois, la vision, par exemple, les yeux en tant que caméra. Il y a la nécessité d'interagir avec l'environnement. Donc on peut essayer d'imaginer que même aussi différentes qu'elles soient, il y a des choses qui pourraient nous permettre de repérer quelque chose qui soit vivant ailleurs. Alors, une autre question, on voit souvent dans la science-fiction, dans le cinéma, ou même par la parole de journalistes ou même de scientifiques, que un jour l'humanité pourrait être amenée à aller vivre sur une autre planète. Alors, en imaginant, en partant du postulat qu'on trouve une planète idéale où on puisse vivre, en partant du postulat qu'on ait les moyens de s'y rendre sans trop de difficultés un jour, est-ce que tu penses que l'humanité serait suffisamment mature pour s'y rendre et pour ne pas refaire les mêmes erreurs que sur Terre? Ça, c'est 2 évolutions très différentes. Il y a la technologie d'un côté. Je pense que les humains, sont, tout à fait, capables d'évoluer. On le voit à la vitesse à laquelle notre espèce évolue, rapidement, de créer des technologies et un jour des propulsions qui nous permettront, de nous déplacer dans l'espace et d'aller plus loin que le système solaire. Ça, c'est si on survit, c'est quelque chose qui arrivera. Maintenant que, peut-être qu'on découvrira aussi qu'il n'y a pas besoin de créer toutes ces technologies pour pouvoir, communiquer ou se déplacer, ça, c'est encore autre chose. Maintenant, la question de maturité, c'est complètement différent. Il y a aujourd'hui, et même par le passé, je dirais, des civilisations humaines qui étaient beaucoup plus matures d'un point de vue de leur compréhension de leur place sur cette planète que la civilisation actuelle humaine, qui est par bien des égards une civilisation immature, infantile, et je dirais pratiquement d'adolescents turbulents comparés à des civilisations par le passé qui étaient beaucoup plus en équilibre avec leur environnement. Et il y a encore aujourd'hui
des cultures autochtones qui souffrent terriblement du changement climatique parce qu'elles essayent encore de vivre en harmonie avec leur environnement et que, eh bien, la planète change et elles sont encore exposées à des problèmes plus importants que ceux qu'on peut vivre dans des sociétés plus technologiquement, comment dire, qui appliquent plus de technologie dans leur vie de tous les jours. Mais maturité et capacité technologique, je pense pas que ça ait une relation l'une avec l'autre. Et pour conclure, moi j'aurais une dernière question. Avec ton regard d'astrobiologiste, qu'est-ce que donc qui regarde l'univers et qui essaye de trouver des traces de vie ou en tout cas des conditions d'habitabilité, des sources qui pourraient nous amener à identifier la vie autre part que sur Terre, ce qui serait déjà un bouleversement pour l'humanité assez important. Mais quel, en quoi, selon toi, ton regard a un message particulier à apporter à la population qui est sur Terre et qui elle, a eu la chance de connaître cette évolution phénoménale qu'est la vie? Et qu'est-ce que tu aimerais laisser, entre guillemets, pour leur réflexion sur comment entretenir notre planète et ne pas, justement, comme l'évoquait Thomas, tout placer sur un plan B, une planète B? Quel serait ce message que tu aimerais faire passer avec tes yeux d'astrobiologiste? Avec mes études d'astrobiologie, c'est cette perspective que l'astrobiologie nous donne, qui est cette capacité de voir notre Terre comme une planète. Et c'est ce que beaucoup de gens oublient parce qu'on est tous les jours dans le grain-grain métro, boulot, dodo, et on oublie qu'on fait partie d'un système. On a le sentiment qu'on est extrait de ce système avec la technologie dans laquelle on vit, dans le système technologique dans lequel on vit. Mais cette technologie, pour pouvoir la garder, pour qu'elle subsiste, il faut quand même qu'on prenne des ressources sur notre planète. Chaque chose que vous possédez, on a été obligé de prendre des ressources à notre planète pour pouvoir le créer. Et ça, on l'oublie. On l'oublie parce que les magasins nous présentent des étagères avec, des tas de produits, qui sont en grand nombre, mais les gens ne se posent plus la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour que l'on maintienne ce nombre de produits, que ce soit dans l'agriculture ou dans les objets ou la technologie, pour construire une voiture, pour, avoir, des salades dans votre supermarché. On a oublié ça. On a complètement oublié cette connexion avec notre planète et le regard de l'astrobiologie, c'est de nous donner cette perspective et de regarder à nouveau la Terre comme une planète de laquelle on n'est pas séparé et sur laquelle, si on veut survivre, il va falloir nous reconnecter à tout prix et très rapidement. Mais en tout cas, merci beaucoup de cette image qui est très parlante et qui nous fait revenir un peu comme toujours vers The Pale Blue Dot, enfin le petit point pâle bleu que nous expliquait Carl Sagan, qui nous, quand on regarde l'univers et particulièrement je pense avec ta carrière, tes expériences, on se rend vraiment compte à quel point on est un tout petit grain de sable, une petite bulle bien protégée dans les confins de l'univers. Donc ça remet en place beaucoup de choses aussi sur des questions d'écologie, d'humanité et de solidarité. Donc moi personnellement, je tiens à te remercier déjà pour ces longues minutes que tu nous as accordées qui sont vraiment passionnantes. Et je repasse la parole à mon cher Thomas. Oui, merci beaucoup Merci encore. Simon. Merci beaucoup encore pour ce temps, pour la réponse à nos questions. Et puis on espère que ça va bien sûr intéresser les personnes qui vont nous écouter. Je le rappelle, hein, c'est Inséparable, les destins croisés de la Terre et de la vie aux éditions Julliard qu'on vous invite à aller vous procurer pour le lire, bien sûr. Donc merci encore beaucoup, Nathalie, pour ton temps, pour Merci Thomas. cet échange passionnant. Et puis je te dis à très bientôt, je l'espère. À très bientôt. Merci à vous 2. Au revoir.